Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Alors cette semaine, on va parler de MDR avec Elise. Elle va bientôt arriver et je vais laisser lui présenter cet outil qui a l'air très intéressant. Moi, j'avais pu tester quand j'étais adolescente et qui fait beaucoup, beaucoup de quelques instants qu'elle se connecte. Alors, comme d'habitude, pour les gens qui sont en direct, ou même si vous regardez en replay, si vous avez des questions, vous pouvez nous les mettre en commentaire et on y répondra. Hello Elise, comment Bonjour, vas-tu? ça va bien et toi? Ça va, merci. Ben voilà, je commençais un petit peu à introduire. Je disais juste, voilà, aux gens qui sont en direct, que s'ils ont des questions, ils peuvent les mettre en commentaire. Et s'ils regardent en replay, qu'ils pourront aussi les mettre en commentaire. Et là, alors, on répondra plutôt par écrit. Hello, hello, Jane. Bon. Euh, alors, Elise, première question, peut-être celle que les gens aiment parfois un petit peu moins. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je me présente Elise, thérapeute principalement de couple, mais également spécialisée en trauma. Et je viens de finir une formation de neuropraticien parce que je suis passionnée par la neuroscience. Donc voilà. Le cerveau aussi, tout ce qui est lié avec ça. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te former? Là, on va parler de MDR. Du coup, qu'est-ce qui Mhm. t'a donné envie de te former à cette pratique? Alors d'abord, j'ai voulu me former parce que j'aime comprendre. Bon, je suis ce cerveau qui aime bien comprendre tout ce qui se passe, et donc c'est pour ça que la neuroscience me passionne énormément. Mais également le MDR parce que je voulais savoir. Oui, on parlait beaucoup de trauma, on utilise beaucoup cette technique quand on entend qu'il y a eu des catastrophes ou malheureusement des traumas de vie. Et je voulais comprendre un peu cette méthode, comment elle fonctionnait. Et voilà. Ok. Je sais pas si j'ai bien répondu, mais Ah, ouais, intéressant. D'aller voir justement tout ce qui se cache aussi derrière le cerveau, comment ça se passe quand il y a des traumas. Hello Yannick. mm. Euh, justement, qu'est-ce que c'est, tu vois, le MDR? Surtout pour les gens qui ont jamais peut-être utilisé la technique, qui en ont jamais entendu parler. Comment tu présenterais le MDR? Alors le EMDR, bon, on dit que c'est ICE mouvement, déprogrammation, reprogrammation et désensibilisation. Moi, je donne un peu cette image, voilà, qu'on va traiter avec le l'EMDR, on va traiter le trauma. Il va toujours exister, il va toujours être un peu présent, mais on va pas le porter de la même manière. Je donne un peu un exemple. C'est comme si vous avez une veste que vous portez qui est assez lourde sur vous. Vous pouvez décider, avec un travail évidemment, de retirer cette veste, de la mettre quelque part dans la pièce, mais vous le portez plus de la même manière. Ça, c'est une manière déjà d'expliquer un peu comment en fait qu'est-ce qu'il va y avoir suite au traitement. Donc ça veut dire que ça va toujours être un peu présent parce qu'on m'a déjà une fois posé la question, est-ce qu'on peut effacer le trauma? J'ai dit non, je suis désolée, on peut pas l'effacer. Mais par contre, on peut décider de le positionner d'une autre manière et d'en avoir peut-être aussi un peu de détachement. Mhm, ok. Voilà. Hello Stéphanie. Oui, en fait, le trauma, il existe et l'effacer, ça serait un peu le renier, alors que même un traumatisme, on peut en faire des forces, on va dire, hein, même si sur le moment, on voit pas. Parfois, un traumatisme, ça peut nous aider à nous dépasser, mais c'est plutôt, je pense, de atténuer peut-être les souffrances qui peuvent être liées au traumatisme. Atténuer. Et moi, j'aime beaucoup, de nouveau, je disais, je suis de ce cerveau qui aime bien comprendre, mais je pense que le cerveau, en fait, fonctionne comme ça. D'ailleurs, j'ai expliqué à travers un petit schéma comment il fonctionne. Et voilà, le fait de comprendre ça va pas, c'est pas pour autant que on dit c'est juste ce qui s'est passé. Bien sûr, parfois on dit non, c'est inacceptable de ce qui s'est passé, évidemment. Mais déjà de le comprendre peut se dire mais comment je me positionne par rapport à ce qui est arrivé, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, qu'est-ce que je peux décider aussi et de dire voilà, il s'est passé ce traumatisme là ou il s'est passé ça dans mon enfance, mais je peux décider aussi de
me positionner différemment ou de comprendre quel est mon rôle par rapport à ça. Et ça, le cerveau, il adore ordonner ça. Ok. Hello Myriam. Euh, et comment ça se passe justement, on va dire peut-être un peu concrètement, tu vois, comment on arrive à déprogrammer puis à reprogrammer? Et pour ça, si vous permettez, je vais, enfin un peu tout le monde qui est présent, je vais expliquer à travers un schéma parce que je pense que c'est vraiment le plus efficace. Pour ceux, s'ils veulent, ils peuvent prendre un petit bloc-notes, une petite feuille, et je vais expliquer quelque chose de base pour qu'on comprenne bien ce que c'est le MDR. Alors le cerveau, il faut savoir que le cerveau, parfois je fais une petite patate comme vous voyez ici avec un A, et donc ça veut dire que le cerveau, il aime bien être dans un accord de cerveau. Il adore les contrats, il aime bien être prévenu. Ça, vraiment, il faut retenir qu'il adore être prévenu. Le cerveau, c'est un peu comme une petite femme de ménage. Il faut quand même accepter, pour ceux qui aiment bien nettoyer, ils vont dire youpi. Donc, il aime bien aussi ordonner les choses. Il aime bien avoir du sens. Il aime bien identifier. Il faut le noter. Il aime bien connaître le début et la fin d'une histoire. Et il adore être actif. D'accord? Donc, si on fait ça sur un petit papier, donc il aime l'accord de cerveau. Il aime bien ordonner, bon, ça sera peut-être à l'envers, mais il aime avoir du sens, il aime identifier, il aime connaître le début et la fin de l'histoire, et il aime être actif. Il faut vraiment comprendre et accepter à un moment donné que le cerveau, il est un petit peu autiste. C'est vrai, il aime bien avoir ses petites cases, il aime bien avoir son petit rangement, il aime bien trier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime, enfin, qu'il est conseillé de dormir le soir, parce que pendant la phase de rêve et du sommeil paradoxal, en fait, il aime bien, trier tout ce qu'il a entendu et vu et compris dans la journée. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut dormir, parce qu'en fait, il aime bien ranger pendant cette phase-là. Si on dort pas ou si on dort mal, c'est le problème, c'est qu'il n'aura pas le temps de pouvoir ranger ou de faire ça convenablement, et c'est pour ça qu'il reboot. Et parfois, on dit, mais tiens, j'ai l'impression de toujours rebooter sur la même chose. Ben oui, c'est parce qu'en fait, il n'a pas pu faire ce qu'il pouvait faire. Vous comprenez? Mhm. C'est un peu comme un ordinateur qui devrait mettre une mise à jour. On va dire tous les soirs, on éteint l'ordinateur et le fait de l'éteindre, il peut faire sa mise à jour. C'est un peu la même chose, on va dire. À Voilà. part que là, c'est le cerveau, c'est pas l'ordinateur, mais toutes les nuits, ça lui permet, voilà, de ranger, trier, classer. Et peut-être, est-ce qu'il a comme l'ordinateur, on va dire un truc corbeille où justement tout ce qui est plus nécessaire ou quoi, ça, je sais pas On si ça va un petit existe. peu en parler, mais cette corbeille est un peu embêtante. Ok, C'est justement là où on déclenche les traumas. ok. Donc effectivement, il aime bien donc être rebooté, et le NDR aide en fait, j'avais noté justement, remobilise en fait ce côté reboot, voilà. Et donc forcément, si le cerveau aime l'ordre, il va pas aimer quelque chose qui s'appelle la surprise. Il va pas aimer la sidération. Il va pas aimer tout ce qui est des effets de submergence, parce que comme je vous avais dit, comme je te l'ai dit, pardon, il aime être prévenu, il adore être dans un accord, il aime bien. Il faut vraiment le comparer. Je sais pas si ceux qui sont là connaissent la série, mais il y a Big Bang Theory, il y a Sheldon. Et Sheldon, il fait toujours des contrats, il aime bien toujours faire des avenants aux contrats. Il est vraiment autiste comme ça, le cerveau. Donc tout ce qui est surprise, submergence, sidération, ben là, le cerveau, il bug. Mhm. Quand c'est pas ordonné, quand on ne trouve pas le sens d'une histoire, quand on n'arrive pas à bien identifier, quand on ne connaît pas bien le début et la fin d'une histoire, et qu'on est passif, le cerveau déteste. Donc, si on peut faire une colonne en face. Donc, en fait, quand c'est pas ordonné, quand ça n'a pas de sens, quand c'est pas identifié et qu'on est passif, le cerveau, il se sent pas bien du tout. Je sais pas si on voit. D'accord? On Alors, va, il faut comprendre. Je dessine pas très bien, par contre, mais il faut comprendre, c'est pas cerveau gauche et cerveau droit, mais on va plutôt dire que c'est le cerveau avant, donc tout ce qui est au niveau préfrontal, et au niveau arrière, il y a l'amygdale du cerveau. L'amygdale du cerveau, c'est un petit organe qui vient du cerveau reptilien, et c'est là où sont rangées un peu toutes nos émotions.
Et c'est là aussi où tout est déclenché. Par exemple, tout ce qui est des instincts de survie également, c'est là-dedans. Le Et donc, fameux cerveau reptilien. hmm, Ce fameux cerveau reptilien qui justement peut nous faire soit courir ou hop on se fige ou quoi. exactement. Et donc, en fait, quand on dit justement pas courir ou ces effets de est-ce qu'on va fuir, est-ce qu'on va être inhibé ou est-ce qu'on va être en mode défensif lutte, Ouais. eh bien, en fait, est déclenché en premier lieu par ce tronc, en fait, du cerveau reptilien, qui est les premiers, et qui va envoyer le stress et les hormones de stress dans le corps. Il faut savoir que le stress, je fais juste une petite parenthèse, il n'y a rien de négatif au stress. S'il vous plaît, on doit arrêter avec le terme que le stress est négatif. Le stress, en fait, c'est plutôt un copain. Il faut vraiment le voir comme un ami et c'est une alerte. C'est ce qu'on fait du stress qui peut être si on fait de la résistance au stress et on n'écoute pas justement cette alarme qui peut poser problème pour la suite, mais le stress en fait c'est une alerte et ça il dit en fait au cerveau il faut que tu bascules la situation, il faut que tu changes vers autre chose, apporte de la créativité, apporte de la nuance, tu dois t'adapter, enfin il faut modifier. Nous, petits humains ici européens, nous avons un gros souci en fait avec la résistance au stress. Et la résistance au stress, malheureusement, envoie de la cortisone et des hormones de stress qui sont pas bonnes pour la suite également. Et ça, c'est encore un autre sujet quasiment en soi. Donc, pour revenir, donc on aime, le cerveau aime quand une histoire est bien ordonnée et va pas aimer forcément quand l'histoire ne remplit pas ces cases ici. À savoir une chose, par exemple, quand on a pris notre rendez-vous, même pour aujourd'hui, eh bien, quelque part, on a passé un petit contrat. On a été prévenu, tu as même prévenu des gens qu'on allait passer en live. Ça a du sens, enfin, j'espère. On identifie. En tout cas, c'est ce qu'on a envie. Voilà, on identifie pourquoi on est là. On connaît plus ou moins le début du live, on connaît plus ou moins la fin du live, et on est actif puisqu'en plus on parle, on discute, on échange, on dit bonjour, et donc voilà. Donc notre Là, nos histoire, cerveaux, à nous deux, en tout cas, ils sont il est contents. content. Il est content. Là, il n'y a pas de problème. Ça se passe bien pour lui. Et ce soir, quand on va dormir, il pourra le ranger convenablement dans sa petite case, donc à l'avant du cerveau. Et il va dire voilà, c'est ordonné. Par contre, quand une histoire est submergente, sidération, ou par exemple qu'on n'arrive pas bien à identifier, ou que ça, on se demande si ça a du sens, ou par exemple même dans notre enfance, eh bien en fait on a vécu des situations où on n'arrive pas à les nommer, on n'arrive pas à bien les identifier. On sait que c'est bizarre, mais on ne sait pas très bien. Enfin, on ne connaît pas, malheureusement, dans des situations, je vais être très caricaturale, hein, mais je force vraiment le trait. Et par exemple, monsieur a trompé madame. D'accord, c'est vraiment très caricatural, hein. Mais monsieur a trompé madame, forcément, quand à un moment donné, elle va le découvrir, admettons, dans le téléphone, hein, je fais très vraiment basique, mais elle va donc être sidérée, submergée. Elle va pas comprendre, elle ne sait pas depuis quand ça commence, elle sait même pas si c'est terminé. Elle est passive, bon, c'était pas un trio, donc donc on lui a rien demandé. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cerveau, il dit, toi, ton histoire, ça sent pas bon, j'en veux pas. Donc l'histoire qu'on a pu ranger au début convenablement dans le préfrontal, ici, en fait, le cerveau, il va dire, mais non, moi, j'en veux pas de ton histoire. Ça va pas du tout, elle est pas bien ordonnée, elle remplit pas mes petites cases, donc je n'en veux pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe réellement et même physiquement? Ici, le cerveau préfrontal va se bloquer. Il va dire non, j'en veux pas. Mais comme j'ai dit, un trauma, ça rentre pas et ça sort pas comme ça. À un moment donné, il y a un peu cette histoire de corbeille, comme tu as dit. Et donc, en fait, au lieu de le ranger ici comme il devrait être bien rangé, eh bien, notre histoire va aller se ranger dans un petit sac qui s'appelle l'amygdale du cerveau. Mais c'est là où on a toutes nos émotions et c'est là aussi où on a toutes les autres histoires qui n'ont pas été bien rangées et qui se trouvent dans cette petite amygdale. Tu Moi, ce comprends? que j'aime bien donner aussi comme image, pas du coup la corbeille, moi j'aime bien utiliser un peu l'image, tu vois, d'une commode avec plein de tiroirs.
Et j'aime bien donner l'image, ben, quand il y a un trauma, c'est un peu comme s'il y a un tiroir qui s'ouvre de la commode, le trauma, on va dire, est mis dedans, le tiroir se referme, et quelques années, peut-être plus tard ou quoi, le symptôme apparaît pour, hop, ouvrir le tiroir en mode, hey, je suis là, venez me voir. Alors, évidemment que tout ce qui a été mis dans ce petit sac dans l'amygdale, si il n'a pas été bien rangé, ben il reste un peu. C'est un peu. Je fais vraiment une version un peu comique hein, quand j'explique. Je sais qu'on parle de choses Ouais. graves, on est bien d'accord, mais je la fais parfois en mode un peu comique parce que j'explique un peu que l'amygdale du cerveau, c'est un peu le collège fou. Donc, c'est-à-dire que donc dans l'amygdale, il y a donc nos émotions, il y a un peu tout ce qui a été pas bien rangé, mais c'est un peu le bazar. Et parfois, par exemple, comment se déclenche un trauma, par exemple. Il y a une femme un jour, elle a été violentée dans une salle de bain. Lors de la dispute conjugale, il y a eu une bouteille de shampoing à base de mandarine qui est tombée. Et dorénavant, en fait, quand elle passait dans des boutiques ou quand si elle sentait l'odeur de la mandarine sur quelqu'un, eh bien, c'était révivescent. Donc en fait, à nouveau, ça la replongeait dans la situation. Enfin, ça lui rappelait en fait ce qu'elle a vécu dans la salle de bain. D'accord. Donc en fait, elle vient chez moi, elle dit, vous allez me prendre pour une dingue, j'ai l'air bizarre, mais à chaque fois que je sens la mandarine, eh bien à chaque fois, je me mets dans un état de stress incroyable, je pleure, je me sens pas bien, et donc voilà ce elle dit, je ressens un tas de choses juste à l'odeur. Donc c'est un déclencheur. Et donc si je veux expliquer un peu ça d'une manière un peu comme, enfin plus comique. Plus léger, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, la mandarine va faire un déclencheur dans l'amygdale, enfin dans l'amygdale, et donc en fait va faire une sortie. Donc la mandarine va faire une sortie, et c'est un peu comme un bus scolaire, si je peux dire comme ça. Donc c'est une sortie scolaire du collège Foufoufou. Et donc il y a les émotions sont assez curieuses. Hein, j'aime bien. Quand ils voient un bus partir, bon, on se dit bon, on va monter Il y dedans. a toute l'équipe qui monte. Il y a tout le monde qui monte un peu d'une manière désorganisée, hein, parce que bon, pourquoi pas. Et donc en fait, toutes les émotions vont se retrouver un peu dans ce bus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, par exemple, il y aura une petite émotion qui va regarder par la fenêtre et qui va éventuellement voir une voiture bleue. Sauf que la voiture bleue va faire penser au grand-père qu'il a eu ou qui vient de décéder, admettons. Et donc, en fait, la voiture bleue va refaire un autre déclencheur à l'amygdale du cerveau qui va refaire sortir un autre bus scolaire parce que bon, pourquoi pas, hein, faisons une sortie. Et donc, de nouveau, il va y avoir plein d'émotions qui vont aller s'agglutiner, s'agripper à ça, mais toujours d'une manière désorganisée. Puis, de nouveau, ben, ça va pas être une voiture bleue, mais peut-être qu'une autre émotion va voir, je sais pas moi, enfin, une maison verte, admettons, ah ben ça fait penser à quelqu'un ou à autre chose. Et donc en fait, c'est pour ça que ça fait des déclencheurs et on arrive dans un état de submergence où on a plein d'émotions et parfois on comprend même pas pourquoi et c'est complètement désorganisé et c'est dû en fait parce que ça n'a pas été trié et tout sort comme ça en gros paquet en une fois. Et justement, alors comment on arrive à retrier pour arrêter, tu vois, les sorties Exactement. scolaires en bus, on va dire. Donc, si on peut dire des sorties scolaires. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on est dans une partie dite normative, d'accord, et ici, on est dans une partie dite émotionnelle. Parfois, j'explique, bon, ça d'une manière plus posée, encore plus schématique, ce que c'est le MDR et comment fonctionne le cerveau. Et les gens écoutent, ils disent, ben oui, en fait, on comprend bien que le cerveau, il aime bien l'ordre, il aime bien que ça soit bien rangé. Donc, les personnes disent, ben oui, en fait, votre explication, elle est claire, c'est bien ordonné et tout ça. Donc, pour moi, c'est OK. La seule chose, c'est que parfois, je sais des choses. J'ai déjà été voir des thérapeutes, j'ai déjà été voir des psychologues, mais c'est pas pour autant que intérieurement, eh bien, c'est réglé.
Pourquoi? Parce que en fait, la logique fonctionne assez bien. Bon, tant mieux. On arrive tout doucement à identifier, poser des mots, mais il y a quand même, c'est un peu comme s'il y avait deux zones de fréquence en nous. C'est pas qu'on a deux personnalités, mais il y a la partie normative et il y a la partie émotionnelle. Et donc, le MDR va aller chercher l'émotion dans la partie dite émotionnelle. Et le thérapeute ou la thérapeute, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer, à travers l'émotion qu'on va aller rechercher dans l'amygdale du cerveau, va essayer de la faire basculer et avoir un petit passeport, si je peux dire comme ça, pour la ranger convenablement dans la partie préfrontale. Donc, c'est-à-dire que le thérapeute, il va faire quoi, ou le psychologue va faire quoi? Il va essayer de repasser de nouveau par ce schéma-là pour enlever principalement déjà l'effet de sidération. Donc, c'est-à-dire qu'on va réessayer de renommer, on va essayer de réidentifier, on va réessayer de redonner du sens si on peut. On va, en tout cas, si par exemple, parce qu'il y a énormément de cas de pédophilie, moi, j'arrête pas d'avoir des patients sur ce thème, malheureusement, sur ce trauma-là. Et je dis bon ben voilà, ça s'est passé, mais dans cette époque-là. Donc j'essaye de repositionner dans le temps. Je dis bon ben maintenant il y a vous aujourd'hui, mais il y a ça, c'est un trauma qui est lié. Vous avez essayé de vous adapter, ou vous avez fait comme vous avez pu, mais dans cette période-là. Maintenant il faut recréer un nouveau. Enfin il faut dire au disque dur que aujourd'hui on est dans une autre période, dans une autre époque aussi. Il faut faire une remise à jour aussi parfois par rapport à ça. Et donc il y a tout un tri qui se fait, mais basé sur ces points-là. Et aussi on rend la personne active et plus passive comme elle était à l'époque. Et quand tu dis active, justement, c'est là qu'on utilise les yeux? Alors là, c'est moi qui suis active dans le sens que, en fait, faire un balayage des yeux va faire parler le cerveau gauche et le cerveau droit. Et en faisant ce balayage des yeux, eh bien, ça va vraiment aller en profondeur. Ça va aller rebooster en fait le cerveau et lui refaire partir sur d'autres schémas cognitifs. Peut-être juste expliquer aux gens, c'est que le MDR justement utilise le mouvement des yeux. Sont connus. Il y a la méthode par les sons, mais ça je n'utilise pas, et puis il faut une machine pour ça. Il y a une méthode qu'on peut faire avec les enfants éventuellement par du tapotement. Voilà, mais moi j'ai jamais été trop convaincue, mais il y en a qui le font et ça peut fonctionner. Et puis par les yeux, moi je trouve que c'est la meilleure méthode. Donc c'est vraiment un balayage des yeux. Et en fait c'est un peu comme si, moi je suis un bon sujet si je peux dire, parce que mes yeux partent toujours partout quand je parle. Et là on force un peu avec ce balayage des yeux, malgré tout, on force la personne à rester sur un axe, sur un rail. Et on va rester là-dessus. Ça va appuyer parfois des prises de décision. Ça va, enfin vraiment on reste sur cet axe-là. Et on évite, par exemple, quand on parle, eh bien déjà on pense à d'autres choses, on est déjà parti sur d'autres réflexions. Le MDR va vraiment, en fait, on est très conscient, c'est vraiment, ça renforce cette conscience, cette présence dans cette idée. Et donc voilà, ça permet d'aller chercher cette émotion et de rester sur cette émotion et pas trop s'éparpiller sur le reste également. Et du coup, tu vois, là, ce qui est bien, c'est comment ça se passe? Si quelqu'un vient avec, je suppose, une problématique, un traumatisme, mais lui, peut-être, ne sait pas l'émotion liée derrière. Et est-ce que c'est d'abord en discutant et c'est toi qui arrives à, peut-être, tu vois, à faire ressortir l'émotion, ou comment, tu vois, ça se passe, je veux dire, peut-être pratiquement? Donc, par exemple, je pose la question, il y a des personnes qui savent spécifiquement pourquoi ils sont là. Donc, ils disent, voilà, il s'est passé ça dans mon enfance ou à ce moment-là. Ou alors, il y a des personnes qui disent, bon, je sais pas très bien. Et parfois, on n'est pas toujours obligé d'aller voir dans le passé, mais de dire, bon, voilà, on va renforcer la position, on va renforcer des prises de décision ou ce comportement-là. Donc, mais parfois le MDR, quand je vois que ça bloque ou que j'arrive pas à avoir mes réponses, j'utilise moi-même. Parfois, il y a des personnes qui ne sont même pas venues pour le MDR, mais j'utilise de temps en temps cette méthode pour dire, tiens, je sens qu'il faut aller voir derrière, qu'est-ce que la personne va me dire.
Et à travers le MDR, il y a des choses quand même qui sortent, si je peux dire aussi, qui cassent un peu ce filtre de cette logique. Les gens parfois se protègent aussi, même s'ils se sentent en confiance avec moi, ben ils vont toujours être dans leur logique, un peu dans leurs automatismes. Le MDR va casser un peu l'automatisme et parfois va révéler d'autres mots ou d'autres choses. Il arrive très souvent que les gens pleurent, mine de rien, quand ils font de l'EMDR. Il faut, au bout de quelques secondes même, les gens, ils pleuraient pas, ils étaient OK. Et puis, en une fois, ça déclenche quand même une émotion. Mhm. Après, moi, je dis toujours aux gens, il vaut mieux que ça sorte plutôt que ça reste à l'intérieur. Quand ils viennent et qu'ils se retiennent de pleurer, ça arrive. Je dis non, non, Et, laissez sortir. et ça sort, et puis ils sont en sécurité. Enfin, j'ose croire qu'ils se sentent bien quand ils sont à mes côtés. Et ben voilà, en une fois, parfois ils s'excusent, ils disent désolé. Je dis non, au contraire, voilà. Par exemple, on parlait justement de l'émotion et de l'amygdale du cerveau. Un truc que je peux déjà conseiller à tout le monde, c'est quand on écoute une musique. Souvent, la musique, c'est une des meilleures thérapies, hein. Ça va chercher l'émotionnel, ces vibrations ou les sons. Et les gens, quand ils écoutent une musique et qui est un peu, qui leur évoque un peu de la nostalgie, ils ont une tendance à couper ou à arrêter ou à passer à autre chose. Et idéalement, en fait, il faudrait peut-être lire ce qui se passe en soi, essayer de se poser la question, mais pourquoi, qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Et justement, se raconter une petite histoire et la faire basculer de l'autre côté, essayer de la ranger. Mais les gens, en général, coupent parce que ça les submerge, ça les bouleverse et ils se sentent pas très bien. Le MDR, entre autres, quand ils sont en thérapie, ben justement, le fait de faire de l'EMDR, je les empêche un petit peu de couper et de passer à autre chose. Donc, on va continuer, mais je force pas, hein, ça se passe bien, mais on va continuer. Je vais poser des questions et je vais essayer d'ordonner, même s'ils sont dans l'émotionnel. Mhm. Du coup, donc, si je comprends bien, la personne vient avec ou sans vraiment traumatisme ou je veux dire quelque chose de précis, hein, comme tu dis, il y a des gens, peut-être qu'ils viennent parce qu'ils se sentent pas bien, mais ils savent pas trop, et là, tu arrives toi aussi à les aiguiller, et puis c'est donc pendant aussi que tu fais aller avec, je sais pas si c'est avec, moi je mets les doigts, je sais pas si c'est comme ça du coup, euh, pendant que tu les fais justement se concentrer avec les yeux, si je comprends bien, alors toi tu poses des questions et eux aussi répondent, et Oui. c'est là aussi, c'est la, entre guillemets, la force de ce qu'ils entendent, ce que tu dis, ce que eux disent, et le mouvement aussi Il y a des yeux. Il y a quelque chose que j'ai quand même oublié de dire, c'est que en fait, le premier, ça se passe, c'est aussi combien de temps ça dure des séances de MDR. Et à savoir une chose, c'est que la première séance, on ne fait généralement, je ne fais jamais de EMDR. Ça s'appelle la séance de ciblage. Donc j'ai parlé un peu de tout et de rien. J'ai posé des questions un peu à tout va pour comprendre à la personne et pour savoir. Parfois, il y a des gens qui viennent avec quelque chose de bien spécifique. Par exemple, j'ai eu un accident de voiture, j'ai eu une bagarre, j'ai eu un policier par exemple qui a dit ben voilà, il s'est passé une bagarre et d'habitude j'en ai eu souvent, mais là j'arrive pas à m'en remettre par exemple. Et j'essaie justement de savoir est-ce que c'est réellement cette bagarre-là, ou enfin cette bagarre, cette altercation, est-ce que c'est vraiment ça le traumatisme, ou est-ce qu'il s'est passé autre chose juste avant? Dans ce cas-ci, c'est pour ça que j'en parle. Mais je sais qu'il s'est passé quelque chose avant. Et donc, en fait, cette altercation est un révélateur, mais je ne vais pas travailler là-dessus. Je vais travailler sur autre chose qui s'est passé avant et qui a sensibilisé peut-être le policier à ce moment-là. Vous voyez? Mais ça, c'est en discutant que je vois si c'est bien ce trauma-là ou s'il n'y en a pas un autre derrière et qu'il vaut mieux travailler sur celui de derrière. C'est pour ça qu'il y a pendant 1 heure à peu près, je discute lors du premier rendez-vous si on est bien OK, si on va bien travailler là-dessus. Et seulement au second rendez-vous, on va, et puis la personne comme ça, elle peut un peu aussi réfléchir, est-ce que c'est bien là-dessus et si c'est pas sur autre chose. Et puis seulement, on va commencer la séance EMDR lors du deuxième rendez-vous. Le MDR, on n'est pas parti pour des thérapies longues. En général, je vais être honnête, au bout de 3, 4, 5 rendez-vous, on sait si ça marche ou pas. Déjà même au bout du troisième, on le sait.
Donc, si je vois que la personne, il y a des personnes où définitivement le MDR, parfois on en rigole, je dis non, en fait, on va arrêter là parce que ça, c'est pas pour vous. J'ai deux personnes comme ça que j'aime beaucoup, mais voilà, le MDR n'a pas du tout marché, ça n'a pas du tout de prise sur eux. Bah, ou ça se transforme après en une autre thérapie, et puis on voit avec la personne, ou ils retournent vers leur psychologue, parce que moi j'ai des psychologues qui m'envoient des personnes, mais pour 3, 4 séances, et puis ils retournent après auprès de leur, de leur psy. Mais généralement, je vois pas longtemps les patients. Et là, ce qui me venait, mais après, tu sais peut-être pas répondre. Tu as une idée de qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes, ça fonctionne pas? Est-ce que tu as des résistances, le mental qui veut peut-être pas aller voir certaines choses ou rien à voir? Euh, c'est vrai que le MDR, ça fonctionne pas à 100%, ça c'est certain. Je pense qu'il y a aussi mine de rien, il y a une prise de décision. Je pense que l'intention peut jouer beaucoup. Maintenant, parfois, il y a des choses quand même qui sont assez bluffantes. Il y a des personnes, on dit des amnésies traumatiques. J'ai une jeune fille, sans trop donner de détails, mais qui vient un jour chez moi et qui dit, voilà, je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais je sais pas plus. Mais je sais qu'il y a eu quelque chose. Et je n'avais aucun détail, rien du tout. Et ça, c'est assez bluffant, même pour moi. Ça me donne des frissons. Mais en une fois, on a pu revoir même les posters qu'il y avait dans la chambre. On a pu tout redécouvrir. Elle s'est rappelée du menu, elle s'est rappelée même du nombre des marches, elle s'est rappelée de la pièce. Enfin, on a pu tout redécouvrir. Donc parfois, le MDR peut réveiller ou voilà ou faire revivre des souvenirs qu'on pensait complètement enfouis. Et comme tu dis, je pense, quelle que soit la thérapie, l'outil qu'on utilise ou quoi, il faut aussi que la personne qui fait la démarche, elle soit vraiment, je veux dire, elle s'engage envers elle-même. On a beau même aller chez le psy, le psychiatre, si au fond on le fait, mais qu'il y a une partie qui n'a pas vraiment envie d'aller mieux et qu'il n'y a pas un réel engagement envers soi-même, on peut faire toutes les thérapies du monde. Je pense c'est pas qu'il y aura pas de résultat, mais ça sera pas aussi peut-être fulgurant qu'on peut Je pense avoir que si on a un vrai engagement envers soi-même. je pense que, et pourtant, je suis la première à aimer les pâquerettes, à aimer l'amour, à aimer la spontanéité, ce côté très libre. Franchement, je pense que mes patients le savent et puis j'ai ce comportement aussi. Mais définitivement, on ne peut pas être spontané s'il n'y a pas un peu du positionnement derrière, si c'est pas un peu rigoureux, s'il y a pas, on mettez des couettes à discipline, faites ce que vous voulez avec discipline, habillez-la comme vous voulez, mais ça doit être votre meilleure copine. Parce que en fait, je sais que parfois il y a des gens qui disent mais non, moi tout ce qui est structure, tout ce qui est disciplinaire, c'est pas pour moi, mais il faut peut-être voir pourquoi c'est pas pour vous. Peut-être que ça a été mal donné à une époque où c'était pas légitimé, ou enfin il faut voir. Mais discipline, c'est une copine en fait, vraiment. Et il faut être un peu disciplinaire pour soi, c'est-à-dire que de dire ben voilà, je décide, je mets cette décision, je mets au niveau cognitif comportemental, je mets cette répétition dans mon quotidien, peut-être pas tous les jours, mais le temps là je vais pas bien, et bien sur cette période-là, je vais mettre une structure, je vais mettre une rigueur, je vais mettre une discipline, je vais mettre une ingénierie en place, je vais mettre une intelligence émotionnelle en place, et je vais même mettre, quitte à j'ai pas dit d'être hyper perfectionniste, mais mettre des grilles de lecture pour pouvoir voir ce qui marche pas. Je conseille énormément à mes patients de faire des mappings, de faire des tableaux. C'est important, et parce que de nouveau, je reviens avec ça, le cerveau, à la base, on peut essayer de le contourner, mais le cerveau est autiste. On pense qu'on peut tout faire dans notre cerveau et qu'on peut tout gérer. C'est pour ça que les gens ont de la rumination. Mais en fait, non, on ne sait pas gérer. On n'est pas éduqué. On a un manque d'éducation extraordinaire. Enfin, c'est un peu terrible à dire en même temps. Mais on n'est pas éduqué pour tout avoir dans notre cerveau. On doit visualiser. On le fait dans notre travail. On le fait dans plein d'autres domaines. Et le seul domaine où en fait on n'a pas mis de structure justement et du positionnement, c'est pour du personnel. Or que c'est là où c'est le plus important.
Et ça, c'est vraiment très important d'être persuadé qu'il faut mettre une structure en place et j'appuie énormément ça dans les thérapies. Alors il y a des gens qui disent oh là là, je suis là pour décompresser et si en plus de ça je dois mettre une structure, non, bof, pas top. Mais j'arrive quand même un petit peu à les convaincre. Puis c'est pour qu'ils aillent mieux, donc. Généralement, on y voit vite le bénéfice, donc coût-bénéfice, on se dit on y va quand même. Mhm. Je suppose que c'est accessible à tout le monde. Alors, est-ce que, par exemple, les enfants, ça pourrait être aussi? Est-ce que c'est juste les adultes? Est-ce que toi, tu fais autant les hommes que les femmes? Alors, homme-femme, certainement. Mais les enfants, je l'ai déjà fait. Alors, étonnamment, ça a bien marché, mais je n'aime pas. J'aime pas trop parce que j'ai besoin, enfin, c'est pas que je n'aime pas, mais j'ai besoin d'échanger beaucoup avec la personne. Et les enfants, je me sens moins à l'aise avec eux. Mais j'étais étonnée que ça fonctionnait assez bien malgré tout. Oui, donc je veux dire, voilà, des parents qui se diraient peut-être pour leur enfant, ça pourrait être utile, même si c'est pas via toi, voilà, c'est une Voilà. technique Oui. qui peut être, voilà, utilisée chez les enfants. Ils peuvent même trouver D'autres d'autres thérapeutes. personnes, d'autres thérapeutes, Donc, mais moi, idéalement, je dirais, j'ai déjà eu des enfants de 5 ans. Ça a fonctionné. Avec un enfant de 5 ans, moi-même, j'étais étonnée parce que, voilà, c'est pas ce que j'ai le plus souvent de voir. Euh, voilà, je dirais que ça peut fonctionner à partir de peut-être 5, 6, 7 ans. Idéalement, je dirais un peu l'âge de raison, 7, 8 ans, ça serait pourquoi pas. Pourquoi pas d'aller voir quelqu'un qui fait de l'EMDR. C'est moi qui me sens moins à l'aise avec cette tranche d'âge. Mhm. c'est ok, hein, mais voilà, c'est plus si voilà, s'il y a des parents qui écoutent, qui disent tiens, l'outil peut être intéressant pour mon enfant pour telle raison, ben comme ça ils savent aussi qu'ils peuvent Mhm. l'utiliser. Du Le, coup, est-ce que ouais, vas-y. non, je disais le MDR, en fait, j'ai oublié son prénom, mais c'est Shapiro qui a développé ça dans les années 80. Et je donne déjà un petit truc, elle a eu cette révélation, elle a développé cette méthode suite, si mes souvenirs sont bons, elle avait un cancer et elle essayait de se libérer de toutes ces pensées négatives qu'elle avait suite à son cancer. Et elle s'est baladée dans un parc, je sais pas si c'était, peut-être à New York, et c'est en se baladant en fait qu'elle a fait un balayage des yeux et s'est renseignée un peu plus là-dessus. Et donc en fait, on peut aller voir un thérapeute pour faire de l'EMDR, mais quand on parle de se balader en forêt, bon bien sûr ça fait du bien d'être en forêt évidemment, mais c'est aussi de ne pas hésiter à reprendre des arbres, enfin de voir des arbres et de faire des balayages des yeux entre des arbres. C'est quelque chose vraiment à tester parce que c'est très agréable et ça peut vraiment bien fonctionner. On peut se dire que c'est de l'auto-EMDR, mais ça marche assez bien. Et Euh, juste alors là, les gens devraient penser justement à, comme la personne a un peu tout ce qui les submerge pendant qu'ils pensent, ils regardent et ça va les aider, c'est ça alors? disons que est-ce que il faut être accompagné évidemment quand on a des problématiques. Ouais. Parfois on sait qu'on a quelque chose, mais on va pas s'opérer soi-même. Hein. Parfois c'est mieux de dire bon Oui, ben voilà. oui, si c'est un Mais ça gros, mais peut-être un petit quelque chose, voilà, oui. qui peut être fait par soi-même. Mais ça peut aider pour faire moi j'appelle ça des contretemps. Le cerveau où il est bon de faire des contretemps par rapport à des situations. Et par exemple, je donne je sais pas du tout combien de temps nous Non, avons encore. vas-y, t'inquiète, ça va. Mais par exemple, bon, c'est une histoire un peu cocasse, mais je suis complètement, donc je suis à la base, je suis dyslexique, tout ce qui est rédactionnel, c'est très compliqué pour moi. Et un jour, je vais chercher des frites en bas de la rue en voiture. Bon, c'est peut-être pas génial, mais je revenais. Et surtout, en fait, j'étais chercher des frites. Et pourquoi en voiture, entre autres? Parce que j'aime pas manger des frites froides et le temps de remonter la rue.
elles seront déjà refroidies parce que c'est une très longue rue. Et donc, vraiment pas de bol. En remontant cette rue juste à côté de chez moi, eh bien, pouf, j'ai un accident de voiture, mais vraiment pas grave, mais on s'est tamponné. J'étais en droit, la personne m'a pas vue. Bon, bah voilà, ça peut arriver. Et la première chose, on va un peu rire, mais la première chose, je m'inquiète pour mes frites avant même de m'inquiéter pour la voiture. Donc, je téléphone même à mon compagnon et je dis, écoute, viens chercher des frites parce que avant même de Alors, parler, elle va être froide, sinon. de la voiture, bon, je savais que j'étais bien assurée, donc c'était ça. Et donc, je sais que je suis dans un état émotionnel assez haut, hein, suite à cet accident et cette histoire de frites froides. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me dis, ben voilà, on doit se mettre sur le côté et on doit remplir un constat, sachant que je suis dyslexique, sachant que je suis dans un état émotionnel assez haut. Bon, il y a aussi, je me tracasse un peu aussi pour la madame, enfin qu'elle n'ait rien. En plus, il faisait pas très bon. Je l'invite à venir chez moi, mais bon, elle voulait pas, donc on est obligé de le faire ça comme ça dehors. Et je dis, ça va pas. Là, je sens que je suis beaucoup trop haut et je vais pas savoir remplir le constat convenablement. Et donc, pas loin de chez moi, il y a des panneaux comme souvent dans toutes les rues, il y a des panneaux de signalisation. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je prends 2 panneaux de signalisation et je me fais un petit balayage des yeux. Donc, je prends vraiment gauche, droite et je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. Je le fais un peu discrètement, mais et en fait, ça a permis de faire de prendre un contretemps, de rebooter mon cerveau, et ça a pu permettre que je puisse être plus posée, plus sereine pour pour écrire mon constat. Bah, Alors, ça se merci voit. pour ce bel exemple. Oui. Merci pour ce bel exemple parce que comme ça, c'est concret. Voilà, les gens qui écoutent. Voilà. Euh, Et donc, ça se voit parfois sur des tables de poker à des très hauts niveaux. En fait, même dans des écoles de commerce, on en parle un petit peu aussi de cette technique. Par exemple, quand on doit négocier des contrats ou quand il y a ou du poker, on doit voilà, il y a des enjeux forcément importants. Et comment peut-on faire pour sortir de cet état de stress sans que ça se voit trop chez l'autre personne? Et donc parfois, ben là j'ai un bic, mais il y a des petites astuces pour même avec des petits des petits balayages des yeux, même avec un petit bic où là devant moi j'ai des petits points. Et en fait, il y a des personnes qui arrivent à sortir, de faire un peu des extractions, de prendre des contretemps, rien qu'avec des petits points qu'ils peuvent trouver sur un bic ou même sur leur dossier ou sur une table. Et donc, et là, mon moi, permet. ouais. Par exemple, quelqu'un qui devrait faire un discours devant une salle et qui pourrait être stressé, il pourrait faire aussi. Il regarde à droite, il regarde à gauche. En plus, ça fait genre qu'il balaye juste la salle, qui parle aux gens. Et en fait, en même temps, il l'utilise pour peut-être diminuer son stress. Ça pourrait être aussi, alors. Le faire un petit peu avant, évidemment. Peut-être pas en même temps parce que ça va le perturber, mais le faire avant, faire comme j'expliquais avec Ouais. cette histoire de constat, c'est de dire avant de commencer une tâche qui va être fort stressante pour moi ou me mettre dans une difficulté, eh bien, je fais un petit balayage des yeux. Ça peut fonctionner. C'est aussi, on prend conscience, et de nouveau, on revient sur l'intention, on prend conscience qu'il faut s'extraire, on prend conscience, un petit check mental, que là, on est dans un état de stress. Et donc, de mettre ce petit processus en marche peut désamorcer des situations. Ok, super. Ça va? Ouais. Pour les gens qui seraient intéressés, est-ce que tu fais ça uniquement en présentiel? Est-ce que c'est possible aussi en ligne? Comment ça se passe, on va dire, concrètement? Personnellement, je ne l'ai jamais fait en ligne. Ok. Donc, Non, non, voilà. oui, comme ça, Je ouais. peux l'expliquer un peu comme je l'ai fait Ouais. aujourd'hui, je donne des bases, mais peut-être que des gens ont essayé, mais moi je l'ai jamais fait. Toi, Donc c'est c'est vraiment en présentiel, présentiel. ouais. Et puis également, bon, j'ai ce côté un peu, bon, je suis maman, je suis un peu, voilà, j'aime bien rassurer les Contact. gens aussi. Ouais. J'aime bien le contact. Et je suis d'origine grecque, je suis un peu méditerranéenne, donc j'aime bien ce côté un peu chaleureux, faut dire les choses. Et surtout quand les gens partent dans l'émotionnel, je sais pas trop comment je vais le gérer si c'était en distanciel, mais les gens partent dans des émotions
Et ça m'arrive parfois d'arrêter le MDR et à un moment donné de faire un petit exercice pour redescendre l'émotion. Et je me permets un peu comme c'est un peu l'hypnose, c'est je me mets ma main sur la jambe et sur le dos et puis on va faire un petit exercice de respiration. Euh, on respire, on inspire de l'air frais, on souffle de l'air chaud. Je fais un petit ça sur quelques minutes et en fait ça permet de redescendre dans l'émotion. Et puis on peut reprendre la séance de MDR ensuite. Ça, je sais pas comment je pourrais le gérer forcément à distance. Ouais, ok. Et du coup, tu es sur Bruxelles Oui. pour les gens, il me À semble de mémoire, à Uccle, hein. Ouais, c'est ça que je... J'ai deux cabinets, j'en ai un en bas de chez moi. Donc ça c'est pratique, vous recevoir aussi assez tard. Les gens apprécient parce que parfois je donne des rendez-vous jusqu'à 20h, donc c'est bien. Et puis j'ai ouvert un deuxième cabinet, mais qui est plus lié à la sexothérapie, mais on parle donc plus de sexualité, mais aussi des traumas liés. Ça c'est également les deux cabinets sont à Uccle. Ok. De toute façon, je remettrai voilà, toutes tes coordonnées quand je vais publier l'interview. Comme ça, si les gens sont intéressés, qui veulent prendre rendez-vous, s'ils ont des questions, ils pourront me contacter en direct et ils pourront comme ça facilement te retrouver. Voilà. Je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose, voilà, pour terminer cette belle interview. Ben non, pour moi c'est une première, donc je suis contente si j'espère avoir répondu aux questions. Et voilà, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah, avec plaisir. Merci à toi d'avoir accepté et d'avoir du coup fait ta première interview avec moi. C'est aussi un honneur pour moi, tu vois, de pouvoir voilà, vous permettre aussi de faire l'exercice. Merci beaucoup. Merci à toi. Et la semaine prochaine, du coup, là, je retrouverai Yannick qui nous parlera de nutrithérapie. Voilà. Ben, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Encore merci, Elise. Merci. Au revoir. Salut, bonne journée.